Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans Pop It Up, le nouveau podcast de Computa Center. Je m'appelle Philippe Jost, j'ai le privilège de diriger l'équipe Customer Obsession chez Computa Center en France et je serai votre hôte pour ces podcasts autour de l'IT et de ses enjeux actuels. La raison d'être de Customer Obsession chez Computa Center est de guider nos clients vers le futur de leurs utilisateurs. C'est dans ce cadre-là que nous avons souhaité créer ces podcasts afin de guider toutes celles et tous ceux qui nous écoutent et de les aider à mieux comprendre l'environnement mouvant dans lequel évoluent les utilisateurs de l'IT, les DSI et les organisations. Mais tout cela ne serait pas possible sans notre partenaire pour cette première série de podcasts, Intel. Je les remercie chaleureusement de leur soutien dans la création et la production de ces épisodes. L'épisode d'aujourd'hui est un peu particulier, et ce à plusieurs niveaux. Tout d'abord, c'est un épisode enregistré en direct devant une audience d'une 50aine de personnes. Nous avons profité de notre journée dédiée aux équipes de service management pour partager cette discussion avec eux et enregistrer donc ce format 100% live. Par conséquent, le son est un peu différent et vous entendrez parfois des gens tousser dans le public ou un peu d'écho dû à la salle dans laquelle nous étions tous ensemble. Cet épisode est aussi particulier car nous ne parlons pas directement des problématiques green, mais nous y parlons du futur du workplace. Et comme vous pourrez l'écouter, on se rend compte malheureusement que les sujets green ne sont pas ceux qui arrivent en premier lorsqu'on se projette en 2025. Ces discussions avec mes invités étaient néanmoins passionnantes et j'espère que vous en apprécierez le contenu autant que j'ai apprécié l'enregistrement. Bonne écoute et merci de votre soutien. Bonjour à tous et bienvenue dans cet enregistrement de podcast en live. C'est la première fois qu'on fait ça. On va parler ensemble du Workplace 2025. J'ai la chance d'avoir avec moi aujourd'hui 4 invités de prestige presque. D'abord Pascal Hoët, qui est notre CTO Digital Trust, Digital Connect. Pauline Marchand, qui est la Total Experience Lead chez Computa Center. Arthur Oudot, consultant, Total Experience, Analytics et tout ce qui s'ensuit. Et Caroline Médieux, consultante COT. Bonjour à tous. Bonjour. Pascal, on va commencer par toi. On a dit qu'on allait parler du Workplace en 2025. On a aligné cette discussion sur notre Workplace Maturity Assessment. Les 4 piliers qui sont la stratégie, l'intelligence, l'autonomie et l'expérience, ça commence par la stratégie. Et donc, je vais te poser la question. Pour toi, Pascal, à quoi ça ressemble la stratégie 2025 autour du Workplace ? Alors pour moi, la stratégie autour du Workplace, c'est faciliter la vie de l'utilisateur dans son métier, dans son expérience et dans la création de la productivité pour cet utilisateur. Avec plusieurs contraintes, c'est son environnement de travail, son environnement d'outils collaboratifs et c'est également sa partie sécurisation dans l'accès aux données et l'accès au réseau. Il y a un sujet qui pour moi est absolument primordial dans cet aspect stratégie et ce sera encore plus vrai en 2025 mais c'est déjà vrai aujourd'hui. C'est la stratégie d'investissement autour du workplace de nos utilisateurs, et en l'occurrence des DSI. On voit que parfois, on a des plans d'investissement qui sont plutôt liés aux contraintes budgétaires qui sont sur 1 an. Et quand on veut parler de transformation du workplace, souvent, ça prend un peu plus qu'1 an, et notamment le ROI est un petit peu plus long à venir. C'est quoi l'idée globale là, sur la manière d'investir en 2025 ? La première idée pour moi, c'est dans l'alignement du terminal et des outils informatiques pour l'utilisateur et dans le choix qui est l'ULSC, notamment dans les offres qu'on appelle Modern Workplace. C'est comment on pour attirer les talents, pour gagner des utilisateurs et gagner en productivité. On laisse la possibilité aux utilisateurs de choisir leur environnement de travail. Donc c'est une transformation majeure pour les entreprises et c'est aussi une capacité pour les entreprises à être capable de laisser l'utilisateur s'adapter à ça. Dans la partie investissement, c'est laisser la capacité à l'entreprise de choisir son mode d'investissement, soit en mode CAPEX, c'est-à-dire continuer à avoir des investissements sur 1 an, 2 ans, 3 ans, soit dans une approche financée. Donc chez nous, l'offre s'appelle Device as a Service, où là, en fait, on fournit un service pour l'entreprise, pour ses utilisateurs, avec une partie financement qui est optionnelle. Oui, donc ça permet justement, ce mode as a service permet d'avoir finalement une gestion budgétaire annuelle. Est-ce que du coup, en termes de roadmap de transformation, dans notre offre DaaS, est-ce qu'on a déjà une capacité à proposer de la transformation ? C'est-à-dire que, au-delà juste du device et du service qui va autour, est-ce qu'on a encapsulé de la transformation, ce qui permet d'encapsuler la transfo, elle aussi, et la roadmap, dans cette gestion finalement plus fluide et plus facile du budget ? Alors, bien sûr, parce qu'on sait encapsuler des offres de services associées à la partie pure terminaux, que ce soit dans la transformation de ces environnements, l'accompagnement des clients dans le choix d'une plateforme plutôt qu'une autre, ou d'un mode de gestion des terminaux. On parlait de Modern Management avec différentes plateformes de nos partenaires technologiques. Et ça peut être aussi englobé dans une partie financement qui est laissée au libre choix du client final et qui permet d'avancer pour lui dans sa transformation.
que ce soit de manière globale ou échelonnée. Un dernier point peut-être pour toi autour de cette stratégie, tu parlais de choix tout à l'heure, de l'utilisateur. J'ai l'impression qu'encore en 2022, ce choix de l'utilisateur, il est relativement réduit chez nos clients. On a parfois, certes, un catalogue dans lequel ils vont choisir, mais le nombre de devices est assez réduit. Est-ce que tu penses qu'en 2025, on aura un choix qui sera plus ouvert ou est-ce que ce sera toujours un choix relativement fermé ? Pour moi, ça sera forcément plus ouvert parce que la demande est là. Il y a des entreprises qui sont contraintes dans leur métier d'utiliser un type de terminal fixe par rapport à un métier. Je pense aux designers, des gens qui utilisent des applications dites très lourdes. Mais globalement, sur la grande masse des utilisateurs, ce que l'on voit sur le marché et dans les tendances qu'il y a notamment auprès de nos partenaires technologiques, c'est la possibilité de laisser l'utilisateur choisir son propre type de terminal, voire dans les moyens modernes d'utiliser son propre terminal personnel pour accéder à l'information, toujours avec des notions de sécurité. Et puis, on parle beaucoup des talents, d'acquérir de nouveaux talents, de les garder. C'est aussi, on le voit dans nos entretiens de recrutement, c'est une demande des utilisateurs, des nouveaux collaborateurs qui veulent pouvoir utiliser le terminal qu'ils apprécient, que ce soit PC, Mac, ou tablette ou format plus legacy. Dans cette même lignée, et là je vais faire appel plutôt à ta casquette sécurité, on voit cette notion de BIOD avec le mobile finalement aujourd'hui déjà acceptée. Je vais prendre mon exemple personnel. Moi je travaille avec un mobile qui est un mobile personnel, mais mon environnement à l'intérieur de mon mobile est segmenté et j'ai mon environnement de travail d'un côté qui est sécurisé et j'ai mon environnement personnel de l'autre côté. J'ai l'impression que sur le device pur, sur le laptop, on ne voit pas encore ça. Est-ce que tu penses qu'en 2025, on aura un modèle qui sera similaire entre les différents devices qu'on peut utiliser ? La réponse est oui, c'est-à-dire que le besoin en matière de sécurité de cloisonner l'utilisation de l'utilisateur à des besoins professionnels ou personnels est un besoin fort. Les technologies permettent de le faire ça. Tu parlais de bulles tout à l'heure, donc il y a des logiciels qui permettent de le faire et des technologies réseau qui permettent de le faire. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser toutes les capacités des terminaux aujourd'hui, quel que soit l'operating system ou le hardware ou le format, et d'autoriser l'utilisateur à utiliser ces différents profils de terminaux pour accéder à son métier, enfin à ses applications métiers. L'idée, c'est de le rendre à l'aise dans ses choix et de lui donner envie de l'utiliser dans une des notions de sécurité. Donc, comment est-ce qu'on sécurise un terminal qui n'est pas managé par une plateforme de l'entreprise, par exemple? Ça, c'est un vrai problème. Et c'est également lui laisser la possibilité d'être à l'aise avec ses outils et d'adhérer au concept de l'entreprise. Super, merci beaucoup Pascal. On a du coup évoqué pas mal là, le device, un peu le hard. Si on commence à évoquer un peu le support, et je vais me tourner vers Pauline. Pauline, dans cette notion de Workplace 2025, si on parle d'intelligence, à quoi ça ressemble pour toi l'intelligence en 2025 autour du Workplace ? Alors, la partie intelligence, on va avoir l'intelligence artificielle, bien évidemment, qu'on connaît tous aujourd'hui, mais qui n'est pas forcément très définie, donc je vais revenir après, et la partie analytics, d'accord, qui vont être tout autour de la donnée. Sur la partie intelligence artificielle, on va avoir vraiment deux grandes tendances, que sont le machine learning, qu'a évoqué Pascal tout à l'heure, et le deep learning. Donc, quelles sont la différence en fait entre ces deux tendances? Le machine learning, on va prendre de la data structurée qui va être transformée pour faire du prédictif, alors que le deep learning, c'est de la data non structurée, type images, sons, textes, des choses comme ça. Et donc c'est quelque chose qu'on fait déjà chez Computa Center, et donc d'ici 2025, l'idée c'est qu'on ait vraiment des produits en fait et un service autour de soi qui soit vraiment plus poussé, on va dire. Là, je vais faire appel à Dans notre Workplace Maturity Assessment, il y a encore cette dimension qui va faire appel à ce que tu faisais chez Computa Center il y a quelques années, qui est la gestion du knowledge. On le voit encore chez des clients aujourd'hui, cette gestion du knowledge, dès qu'on répond à un bid, elle est centrale, absolument centrale. Il y en a encore un que j'ai vu il n'y a pas très longtemps où je crois que c'est la deuxième question sur c'est quoi le job du knowledge manager globalement. Est-ce qu'en 2025, la gestion du knowledge comme ça un peu traditionnelle, elle sera encore présente parce que globalement c'est ancré et quoi qu'il arrive, qu'on soit dans le présent ou dans le futur, on ne peut pas faire sans? Ou est-ce que justement avec ces notions d'intelligence artificielle, de data qu'on va mieux gérer, de choses qui seront plutôt en temps réel, est-ce que on va voir la part du knowledge qui va baisser? Alors cette partie knowledge en fait aujourd'hui elle est intégrée, que ce soit dans IT, donc je rappelle la référence en termes de livraison on va dire de services IT.
La partie KCS qu'on fait aujourd'hui chez Computa Center, elle est devenue en fait un standard. KCS, tu peux juste préciser pour ceux qui connaissent pas peut-être? Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas? Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent pas KCS? Knowledge Centered Service, donc un service centré autour de la connaissance. Et donc cette partie-là, on attend qu'en 2025 en fait ce soit le standard, puisque IT pousse cette partie-là aussi dans sa nouvelle version. Et c'est vraiment cette idée. Aujourd'hui, on va incorporer aussi une autre notion qui est le knowledge swarming, l'intelligence swarming. Donc, c'est-à-dire qu'on va... aujourd'hui, on est plutôt sur un principe d'escalade, la manière dont on supporte nos utilisateurs, donc avec un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3 qu'on connaît tous. Et l'idée, c'est de dire, voilà, on va arrêter ce principe d'escalade et plutôt travailler en collaboration. Donc, du coup, on va, quand on va avoir une sollicitation de l'utilisateur, la première personne qui va recevoir cette sollicitation va traiter de bout en bout la sollicitation, d'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui ne sera pas abouti en 2025, mais qu'on commence à voir chez nos clients comme demande en fait. Et du coup, ça veut dire que voilà, le knowledge devient vraiment la fondation, parce qu'il faut avoir une méthodologie très forte pour pouvoir mettre cet espace collaboratif pour la gestion du support utilisateur. Disparition soit du N2, soit du N3, soit du N1, en fait, globalement, en fonction de là où on se met. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus qu'un N tout court qui sera capable de traiter de bout en bout. Une fois qu'on a posé ces bases, ces fondations, et qu'on sert nos clients, qu'on supporte nos clients et leurs utilisateurs avec ces choses-là, comment est-ce qu'on mesure en 2025 intelligemment la manière dont ils sont satisfaits? Est-ce qu'on évolue enfin de ce vieux système de SLA que toi et moi nous détestons au plus haut point, ou est-ce que c'est encore absolument obligatoire comme une espèce de garde-fou? Alors le SLA restera. En 2025, il sera toujours là, mais il sera fortement, complémentarisé avec le XLA, donc le Experience Level Agreement, qui va venir en fait mesurer l'expérience de l'utilisateur. Et c'est quelque chose qu'on a bien lancé cette année chez Computa Center, donc je suis très fière, et qui en 2025 en fait sera généralisé sur tous nos clients. Cette mesure de l'expérience va nous permettre en fait de voir, d'analyser ce qu'on appelle l'effet watermelon. Donc c'est-à-dire qu'on dit aux clients nos SLA sont verts, mais le ressenti client est rouge. Et donc le XLA va venir nous montrer en fait ce qui dysfonctionne. Et ce qui est important, c'est d'ici 2025, cette partie XLA, on va aussi la connoter avec la partie persona. Donc on va aller chercher des différentes mesures de XLA en fonction du persona, pour pouvoir customiser au plus proche de l'utilisateur son expérience, pour qu'il ait vraiment l'impression qu'en matière de support IT, il a une expérience en fait unique. Et donc ça, c'est vraiment l'idée qu'il y a derrière l'expérience utilisateur. Je l'ai dit dans mon introduction, ce podcast et l'ensemble des épisodes ne seraient pas possibles sans le soutien de notre partenaire Intel. Intel vPro, c'est la plateforme conçue pour les entreprises. La technologie Intel vPro permet la sécurisation, le diagnostic et la réparation à distance des postes connaissant des dysfonctionnements, même au-delà du pare-feu de l'entreprise et même si le système d'exploitation ne répond pas. Computa Center recommande l'activation de la technologie Intel vPro pour renforcer la sécurisation des postes informatiques, pour optimiser l'administration du parc et pour favoriser la réduction de l'impact carbone pour un avenir plus durable. Maintenant, je vous propose de retourner à notre discussion autour du Workplace 2025, enregistrée en direct lors de notre dernière journée Service Management. Je suis persuadé qu'on parlera à nouveau des personas, et moi je préfère parler des tribus un peu plus tard, et notamment avec Caroline. Merci Pauline, c'était extrêmement clair. Arthur, si je me tourne vers toi, parce que quand on parle d'intelligence, évidemment d'abord on pense à toi. Ensuite, quand on parle d'analytics, on pense aussi à toi chez Computa Center. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui a parlé d'analytics sans qu'on lui parle d'Arthur Odo. Je vais te parler de l'autonomie des utilisateurs. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients, quand on parle avec eux d'évolution du support, qui nous disent « moi je veux que mes utilisateurs soient autonomes ». L'autonomie de l'utilisateur en 2025, pour toi, ça ressemble à quoi ? Alors avant d'aller sur du 2025, j'aimerais qu'on fasse un petit retour en arrière, comme tu l'as présenté tout à l'heure dans tes magnifiques slides. C'est-à-dire que je pense que tout le monde a en tête l'année 2020, février et mars 2020, où le monde a connu donc une crise majeure sanitaire. Et durant en fait cette période-là, les choses ont évolué énormément. C'est-à-dire que le monde a fait un bond en avant
de à peu près x5 en termes de maturité sur l'autonomie de l'utilisateur. Aujourd'hui, l'autonomie est quelque chose qui doit être mis en avant dans beaucoup d'entreprises et si c'est quelque chose qui n'est pas effectué, alors c'est un peu connexe avec ce qu'avait dit Pauline tout à l'heure sur l'expérience utilisateur, on va avoir une fuite des talents. Dans le futur, on va aller rechercher quelque chose où les utilisateurs sont capables eux-mêmes d'aménager leur planning, leur temps au travers de différents outils. Il faut savoir qu'en termes d'autonomie, on a à peu près 5 piliers d'autonomie. Il y a le premier, il y a le niveau 0 où il n'y a pas du tout d'autonomie et rien n'est automatisé. Donc ça, c'est des métiers qui ont besoin d'être en face-to-face et des métiers d'artisanat. Après, on a les couches où on commence à avoir un peu plus d'autonomie, où il y a des VPN qui sont mis en place pour favoriser le confort d'utilisateur. Et les steps qui suivent après, c'est qu'on va mettre tout à disposition de l'utilisateur pour qu'il se sente bien, qu'il arrive à reconstituer son environnement de travail chez soi. Et je pense qu'à partir du moment où les employeurs comprendront que le bien-être, alors je digresse un peu sur d'autres sujets, mais c'est important. Le bien-être de l'employé va faire on va retenir les talents dans le futur. Donc l'autonomie, pour moi, dans le futur, c'est de donner plus de liberté aux utilisateurs, aux employés, au travers de différents outils. Donc, bien sûr, maintenant, ce qu'on a en tête, c'est l'utilisateur est chez lui, l'employé est chez lui, et le seul point de connexion entre l'utilisateur et l'employé, c'est son ordinateur. Aujourd'hui, on est tous face à différentes problématiques qu'on peut avoir. Donc là, je vais remettre ma casquette d'analytics, où on arrive à mieux comprendre les problématiques des employés et à insuffler de la proactivité et mettre en place de la proactivité au travers de cas d'usage qui permettent de simplifier la vie de l'utilisateur. Parce que forcément, quand on n'est plus sur site, on ne peut pas forcément demander à quelqu'un, on ne peut pas forcément aller voir son kiosque. Donc, tout ce qui est mis en place déjà dans le monde actuel, de par les outils d'analytics, veille justement à améliorer le confort utilisateur. Et je pense que on va aller de plus en plus là-dessus, on va arriver à faire plus de prédictifs. Donc tout à l'heure, Pauline parlait donc d'intelligence artificielle avec du machine learning et du deep learning. Tout ça va venir constituer cet écosystème d'intelligence et qui va permettre, dans le futur, de rendre l'utilisateur encore plus autonome. Donc c'est-à-dire qu'on va être en capacité de mieux analyser, de mieux comprendre. On parlait aussi de persona tout à l'heure. Donc d'avoir des devices qui sont adaptés, je fais beaucoup d'anglicisme, des ordinateurs, device ça passe, je pense que tout le monde comprend. Des ordinateurs qui soient adaptés aux personnes et être en capacité justement de savoir ce qui va se passer. Si on va sur quelque chose de très terre à terre, quand on a des montées de version, quand on a des problématiques applicatifs, on va être en mesure justement de les identifier en amont pour que l'utilisateur ne soit pas impacté. Et si l'utilisateur n'est pas impacté, c'est du temps rendu au business. Donc du coup, de l'argent rendu à l'entreprise. J'ai l'impression que ta première vision autour de l'autonomie, elle est très basée sur le remote. Que ça soit à domicile ou que ça soit en voyage, etc. Est-ce qu'on a aussi potentiellement une vision de ce que c'est que l'autonomie d'un utilisateur on-site, entre guillemets? C'est-à-dire que on sait bien que l'hybridation du travail, certes, il va y avoir une partie des collaborateurs qui seront en remote, mais il y a aussi une partie des collaborateurs qui reviennent au bureau. On le voit de plus en plus. Moi, je vais partager mon exemple personnel. Il y a 1 an et demi, je disais plus jamais je reviendrai au bureau. Maintenant, à chaque fois que je reviens, je suis bien content. Je vois des gens, j'échange de manière différente. Et je pense que cette hybridation, elle est aussi présente. Comment est-ce que, au-delà du remote, on est capable d'apporter dans des solutions on-site plus d'autonomie aux utilisateurs, finalement, pour aussi réduire les coûts de support? Alors, je voulais revenir sur un point où tu disais l'hybride et le retour. Pendant un moment donné, on a parlé justement de ce grand retour, et ça n'a pas forcément fonctionné parce que les gens ont été habitués à un certain confort chez soi qui les ont empêchés en fait de revenir chez eux parce qu'il y avait des contraintes, il y avait les transports, il y avait beaucoup de choses. C'est intéressant ce que tu dis sur le côté hybride, de plus en plus d'hybride. Il faut savoir qu'il n'y a pas si longtemps que ça, le CEO de Goldman Sachs disait que l'hybride est une aberration à la fin Covid, en disant ça ne pourra pas marcher. Et donc il y a un petit peu un revers là-dessus où on a compris comment fonctionnaient aussi les employés, de dire que j'ai réussi à
à créer mon écosystème chez moi, pourquoi je reviendrai ? Je reviens sur ta question de comment est-ce qu'on va les accompagner quand ils vont être sur site. Forcément, on va mettre plus de choses sur l'onboarding, le pre-boarding, tout ce qui va être, on a parlé donc d'adoption. On n'a pas parlé de gamification, mais on pourrait en parler aussi, justement pour faciliter le retour et l'onboarding ou le pre-boarding, comme ça existe dans les sociétés. Donc mettre à disposition en fait des moyens simples, ludiques, pour que l'utilisateur puisse se sentir accompagné tout au long du process de sa vie dans l'entreprise, et tout ça pour contribuer justement à l'expérience utilisateur. Quand on parle d'autonomie des utilisateurs, c'est rigolo parce que j'ai l'impression que du point de vue des providers, de notre point de vue à nous, on pousse l'autonomie des utilisateurs. Et à chaque fois que je discute avec des clients, on me parle d'adoption de solutions d'autonomie, comme si finalement les utilisateurs en avaient pas envie. Et donc ça me fait une bonne transition vers Caroline et sur l'expérience des utilisateurs. Avant de te demander, Caroline, quelle est ta vision sur l'expérience de 2025, je voudrais te demander où se situe le curseur. Est-ce que finalement, la plupart des utilisateurs ont envie d'être autonomes ? Tu t'y attendais pas à cette question-là, on l'avait pas préparée. Alors je vais prendre la question différemment, si tu me le permets. D'abord, je vais citer quelqu'un que j'admire beaucoup parce que je trouve qu'il a une vision du futur qui est toujours assez pertinente, qui a plusieurs coups d'avance, qui s'appelle Philippe Jost. et qui nous a dit récemment que, selon lui, lorsqu'une solution était bien pensée ou un outil était bien adapté aux utilisateurs, l'adoption se faisait naturellement. Et je vous demande de retenir ce mot « naturellement ». Ça veut dire qu'il ne nécessite pas qu'on pousse l'adoption au-delà d'une communication interne, peut-être pour informer les utilisateurs. Donc la question de l'adoption, elle est évidemment présente, comme vous le dites, dans les entreprises, parce que le temps des hommes, le temps du business, le temps de la transformation digitale sont des temps qui n'ont pas la même échelle, et qu'on ne peut pas accompagner les utilisateurs sur des transformations en coup de baguette magique. On a des personas en entreprise qui nous montrent qu'il y a différents profils, donc forcément différents canaux de sollicitation qui permettront d'adresser ces différents personas dans les entreprises avec chacun leurs besoins. Mais moi, ce que je trouve surtout très intéressant aujourd'hui, et je suis assez attachée aux mots et au sens qu'on donne aux mots, c'est qu'auparavant, on parlait des employés en entreprise et de plus en plus, on parle d'utilisateurs. Parce que les employés, c'était des personnes dont on considérait qu'ils délivraient un service, qu'ils avaient apporté un service à leur entreprise. Aujourd'hui, les utilisateurs, ils consomment du service. Donc, on est vraiment dans une démarche très différente. Ça, c'est hyper important dans l'appréhension des utilisateurs aujourd'hui. On est passé de vraiment de l'employé à un consommateur final. Et les entreprises ont besoin de savoir un petit peu quel est le comportement de ce consommateur en entreprise. Donc on va rechercher à savoir comment ce consommateur hors les murs, parce qu'en plus il est plus simplement dans son entreprise, il va devoir finalement avoir besoin d'accéder à ses outils, etc. On parle aussi de workspace plutôt que de workplace. Ça aussi, je trouve que c'est hyper important comme notion, c'est qu'on n'est plus dans un environnement qui est si siloté que ça, sauf quand, comme le disait Arthur, on est dans des environnements très opérationnels où on a besoin d'avoir encore un peu d'artisanat, enfin en tout cas accès à des outils. On a aussi ce comportement très intéressant chez les utilisateurs qui sont le transféreur. Le transféreur, c'est un terme inventé par un sociologue qui s'appelle Gaëtan Brespierre. J'ai pris mes petites notes. Et alors, le transféreur, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui va influencer les décisions stratégiques de l'entreprise. Et ça, c'est très nouveau aussi. C'est-à-dire qu'avant, on était dans une information qui était plutôt top-down. Et aujourd'hui, au contraire, on est plutôt sur une information qui va venir de la base et qui doit être remontée au niveau stratégique de l'entreprise, au niveau au plus haut. Donc, pour capter le besoin des utilisateurs, on va essayer de mesurer différemment, et ça vous l'avez bien dit, à travers les XLA chez Pauline ou le End User Analytics, par exemple, avec l'intelligence. On va devoir mesurer le ressenti des utilisateurs, leur comportement, et finalement développer un support qui sera de plus en plus transparent. Et on ira en fait vers un support zéro support, c'est-à-dire qu'il est intégré aux solutions, il anticipe, et finalement, le futur du support pour moi et le futur de l'expérience utilisateur, c'est celui où on va vers un zéro support. Il n'y aura pas besoin d'avoir un face-to-face avec un utilisateur, ni d'aller chercher à réparer quoi que ce soit, puisqu'on aura anticipé les choses. Zéro support, peut-être pas, mais invisible. Support invisible et support transparent. Ouais, complètement. Donc, tu as répondu du coup à la question sur ce à quoi ça va ressembler l'expérience en 2025, mais je sais que toi, tu aimes te projeter encore un petit peu plus loin. Je te vois venir. Oui, j'imagine. Allez, en 2035,
Ça ressemble à quoi l'expérience de Je pense l'utilisateur? que même avant 2035, l'expérience utilisateur, pour moi, elle va être vraiment transformée. Et je crois que, bon, peut-être pas tous autant que nous sommes là, mais en tout cas, nos enfants ou nos petits-enfants la verront. C'est-à-dire que le métavers est, selon moi, vraiment la voie du futur. Je pense que les murs des entreprises ne seront plus en dur, en pierre ou en briques, mais ils seront en pixels. Et on se rejoindra tous en mode collaboratif à travers les métavers. C'est-à-dire qu'on n'aura plus besoin d'avoir des lieux dits, des sièges sociaux en physique. On aura vraiment d'autres modes collaboratifs. C'est pas vrai pour tous les aspects de la vie, mais je pense vraiment que pour toutes ces contraintes liées à un métier en particulier, on se retrouvera dans ces espaces du métavers. Pascal qui avait comme défi de parler de blockchain, je crois que parler de métavers c'est pareil, ça passe aussi dans ces défis. Je voudrais terminer par deux sujets que je voudrais ouvrir un peu à tout le monde. Le premier c'est un peu les deux sont des questions. La première question que j'ai, on a parlé d'End-User Analytics, on en parle ensemble depuis au moins 4 ou 5 ans, notamment Pauline et Arthur. La question que je vous pose un peu à tous les deux, parce que vous êtes un peu les spécialistes du sujet. Comment ça se fait que Microsoft a toujours pas embeddé une solution d'End-User Analytics dans ses OS? Alors, ils ont, mais c'est que sur leurs produits. Et donc, c'est là où ils ont racheté en fait d'autres boîtes pour travailler dessus. Mais aujourd'hui, effectivement, il y a un produit qui s'appelle Microsoft Analytics. Et donc, c'est souvent quand on va chez les clients avec Arthur, c'est ce qu'on va nous opposer aux autres solutions qu'on peut apporter, Microsoft Analytics ne sort pas de Microsoft, donc on a juste l'applicatif en fait Microsoft autour. Donc je pense que parfois Microsoft rate certaines choses. L'adoption, il la réussissent avec Microsoft Viva. Sur l'analytics, effectivement, ils sont pas là. Arthur, tu es en phase avec ça? Oui, je suis complètement en phase. Après, t'imagines? Il n'y a pas de débat. Après, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas comparer des vraies solutions d'analytics parce qu'il y a de l'analytics et du monitoring. Donc, on sait qu'aussi Microsoft Analytics, donc comme l'a dit Pauline, est très axé sur les produits Microsoft. Et puis après, ça peut pas non plus être le mouton à 5 pattes. C'est-à-dire que chacun a sa spécialité. On peut faire un petit peu d'analytics avec ce qu'ils ont déployé, mais ils arriveront. Pour l'instant, en tout cas, ils n'ont pas la maturité où il n'y a pas d'envie de rachat d'autres boîtes pour intégrer à l'intérieur de leur. Ils n'ont pas en un seul produit en fait, c'est ça, c'est plusieurs produits et du coup c'est là où les éditeurs actuels qui font vraiment ça ont cette force devant eux pour l'instant. Je vous pose la question parce que discussion avec 2 clients lundi soir et un était persuadé que l'année prochaine ce serait un Nexync ou un Interact deviendrait complètement obsolète parce que ce serait intégré dans Windows et l'autre était pas du tout d'accord. Moi je suis plutôt du côté pas d'accord aussi, mais du coup c'était important et intéressant d'avoir votre avis. Dernier sujet qui est extrêmement transverse. Je vais d'abord peut-être me tourner vers Caroline sur ce sujet-là. Il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé et qui m'est très cher. C'est la partie green. À quel point est-ce que le green, donc le green IT, l'aspect développement durable dans nos usages, dans les matériels, à quel point est-ce qu'en 2025 ce sera présent? Je vous parlais des transféreurs, mais je vous en ai pas donné la définition en fait. Le transféreur, en fait, ça vient des écolos un peu convaincus que nous sommes tous dans notre vie privée. Et parfois, c'est un peu en décalage avec ce qu'on trouve en entreprise, c'est-à-dire que tout ce qu'on essaye de s'appliquer à notre petite échelle dans notre vie privée, on voudrait pouvoir le voir en entreprise. Et donc, tu parles de green et les transféreurs viennent de ce mouvement écolo un peu militant, silencieux, mais à travers des petites actions du quotidien. Donc, ces transféreurs, ils apportent en entreprise leurs convictions. Et demain, on sait que 86% des employés, enfin des utilisateurs, puisque je préfère utiliser ce mot, sont des transféreurs. Donc, ils ont comme priorité de réduire l'impact carbone et le tri des déchets. Donc ça, c'est vraiment un impact numérique essentiel, quoi. Il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Ouais, je suis assez persuadé que c'est un enjeu qui va se transférer d'enjeu sociétal à enjeu d'entreprise. Exactement. Je suis pas sûr que ça soit tout de suite le cas là. On parlait de résultats d'enquête de marché tout à l'heure où on a plus de la moitié de nos clients qui ne répondent même pas sur la question du développement durable. Je suis persuadé qu'en 2025 tout le monde répondra. Merci à tous pour ces échanges, pour cette discussion. Merci Pascal, merci Pauline, merci Arthur, merci Caroline et puis merci à tous ceux qui nous ont écoutés, que ce soit en live, en présentiel ou a posteriori via votre plateforme de podcast préférée. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.